Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville hors du commun, Avignon. Alors, Avignon, c'est la ville des papes, la cité des remparts, le rocher du Rhône. Une ville du midi de la France, en Provence, qui a été pendant 70 ans la capitale de toute la chrétienté occidentale, avant de devenir une ville française ordinaire. Mais Avignon n'a jamais été ordinaire. Nous allons ensemble remonter le temps, des Phocéens qui fondèrent un comptoir sur le Rhum, jusqu'au festival de théâtre le plus grand du monde, en parlant empereur romain, pape en exil, schisme, révolution et réconciliation, mais aussi musique et spectacles vivants. Parce qu'Avignon, c'est aussi la ville qui a réinventé le théâtre populaire. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble comment cette cité perchée sur son rocher est devenue le centre du monde médiéval, puis une capitale culturelle mondiale. Et pourquoi, surtout, la culture y est bien plus qu'un divertissement estival. Elle est une vocation, une identité, une renaissance. Alors, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Commençons par le commencement, et le commencement d'Avignon est plus ancien qu'on ne le croit. Vers 539 avant Jésus-Christ, les Phocéens de Marseille fondent un comptoir commercial au bord du Rhône. Ils l'appellent Aoignon, un nom gaulois dont le sens exact reste débattu. Ville du fleuve ou ville du vent violent, selon les linguistes. Cette position est stratégique. Le Rhône est ici franchissable. Les routes commerciales entre la Méditerranée et le nord de la Gaule se croisent naturellement. En 121 avant Jésus-Christ, les légions romaines arrivent. Les Cavars, peuple gaulois qui contrôle la région, se rallient à Rome sans grande résistance. Aoignon devient Avignon, ville de la Gaule narbonnaise, la première province romaine hors d'Italie. Elle se couvre des équipements habituels, forum sur l'actuelle place de l'Horloge, thermes, remparts. L'empereur Hadrien, en visite en 122 après Jésus-Christ, lui accorde le titre de colonie romaine. Au IIIe siècle, un premier pont en bois enjambe le Rhône. Le christianisme s'implante discrètement, puis viennent les grandes invasions, Visigoths, Sarrasins. Et Charles Martel assiège Avignon 2 fois. Au XIIe siècle, Avignon connaît une renaissance spectaculaire. Elle se dote d'un consulat sur le modèle des cités italiennes, une véritable république urbaine gouvernée par des bourgeois élus. Et surtout, à partir de 1177, elle bâtit son pont légendaire, le pont Saint-Bénézé. La légende veut qu'un jeune berger du Vivarais, Bézéné, ait reçu en vision l'ordre divin de construire ce pont. Les autorités ecclésiastiques le mettent au défi. S'il peut porter seul un bloc de pierre gigantesque et le jeter dans le Rhône, elles croiront en lui. Bénézé s'exécute, et le pont sort de terre. 22 arches sur plus de 900 mètres, reliant les deux rives. Il sera saint, puis le pont sera béni. Et une chanson naîtra des siècles plus tard. Pour comprendre Avignon, il faut comprendre ce basculement extraordinaire qui se produit au début du XIVe siècle, le moment où la papauté quitte Rome pour s'installer en Provence. Nous sommes en 1303. Le pape Boniface VIII est en conflit ouvert avec le roi de France Philippe IV le Bel, qui veut taxer le clergé pour financer ses guerres. Philippe envoie ses hommes arrêter le pape à Anagni, et ce soufflet d'Anagni, même s'il ne s'agit peut-être pas d'une gifle physique, humilie la papauté devant toute l'Europe. En 1305, un archevêque bordelais est élu pape, Clément V. Français, soutenu par Philippe le Bel, il refuse de résider à Rome, trop dangereuse, trop instable. Il s'installe en 1309 dans le couvent des Dominicains d'Avignon, ville proche du comtat vénézin, possession pontificale depuis 1274. Son successeur, Jean XXII, ancien évêque d'Avignon, fixe définitivement la résidence pontificale dans la ville. S'ouvre alors ce que les contemporains appelleront la captivité babylonienne, 70 ans pendant lesquels 7 papes, tous occitans,
réside à Avignon. Benoît XII fait construire le palais Vieux à partir de 1335, une forteresse austère aux tours colossales, dominée par la tour de Trouillas, haute de 52 mètres. Son successeur, Clément VI, homme de luxe et de culture, lui adjoint le palais neuf à partir de 1342. Salles somptueuses, fresques de Matteo Giovannetti, jardins raffinés, l'ensemble fait 15 000 m², le plus grand palais gothique du monde. Avignon devient alors la capitale de l'Europe chrétienne. Des milliers de clercs, d'ambassadeurs, de marchands, d'artistes affluent. La ville triple de population. Les banquiers italiens s'y installent, les poètes y viennent, Pétrarque y rencontre sa Laure en 1327 et y passe une grande partie de sa vie. Avignon est cosmopolite, brillante, corrompue aussi. Pétrarque lui-même fustige ses vices dans ses lettres. En 1348, Clément VI achète officiellement la ville à la reine Jeanne de Naples. Avignon est désormais une possession pontificale à part entière et le restera jusqu'à la Révolution française. En 1377, le pape Grégoire IX ramène enfin la papauté à Rome sous la pression de Sainte Catherine de Sienne notamment. Mais c'est trop tard pour éviter la crise. À sa mort en 1378, les cardinaux élisent un pape à Rome, Urbain VI. Mais certains trouvent ce choix nul et non avenu, élisent un antipape français qui retourne s'installer à Avignon, Clément VII. L'Église se déchire et c'est le grand schisme d'Occident. Pendant 40 ans, 2 papes, parfois 3, se disputent la tiare. Les royaumes d'Europe choisissent leur camp. La France, l'Écosse, Castille soutiennent Avignon. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie soutiennent Rome. La chrétienté est fracturée. Et ce n'est qu'au concile de Constance en 1417 qu'un pape unique est élu et il siège à Rome. Avignon reste territoire pontifical gouverné par des légates. La ville traverse les guerres de religion au XVIe siècle, massacres, tensions entre catholiques et protestants. Puis, elle se stabilise sous une administration pontificale tranquille qui durera jusqu'à la Révolution. En 1790, les patriotes avignonnais se soulèvent contre l'autorité papale. La municipalité vote leur attachement à la France et l'Assemblée nationale hésite, tergiverse. Mais finalement, le 14 septembre 1791, Avignon et le comtat vénétien sont officiellement annexés par la France. Après 5 siècles de domination pontificale, la ville devient française. Au fil des siècles, Avignon s'est dotée des monuments et des institutions qui font d'elle une vraie capitale culturelle. Le Palais des Papes est classé monument historique dès 1840, l'une des premières listes en France. En 1995, le centre historique d'Avignon, Palais des Papes, ensemble épiscopal, pont, Saint-Bénézé et rempart, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 15 000 m², le Palais des Papes est le plus grand édifice gothique du monde et attire aujourd'hui plus de 650 000 visiteurs par an. Le pont Saint-Bénézé, lui, n'existe plus qu'à moitié. Les crues du Rhône ont détruit et reconstruit ses arches plusieurs fois. Au XVIIe siècle, on abandonne définitivement les réparations. Il reste 4 arches suspendues au-dessus du fleuve, comme une phrase interrompue. Et la chanson, elle, continue. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. D'ailleurs, les historiens le précisent. On ne dansait pas sur le pont, mais sous le pont, sur les berges. Les mariniers et les bateliers y faisaient la fête à l'abri des arches. Les remparts, construits au XIVe siècle sous les papes, encerclent encore presque entièrement la vieille ville sur près de 5 km. La place de l'Horloge, avec son hôtel de ville et son théâtre municipal, est le cœur animé de la cité. Et le Rocher des Dômes, jardin public au sommet du promontoire rocheux, offre un panorama saisissant sur le Rhône, le pont et au loin les dentelles de Montmirail. Et maintenant, parlons de ce qui fait battre le cœur culturel d'Avignon depuis près de 80 ans, le festival. Nous sommes en 1947. La France sort de la guerre, épuisée, meurtrie. À Avignon, il y a encore des tickets de rationnement. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune metteur en scène de 35 ans, Jean Villard, natif de Sète et fils de tisserand, reçoit une invitation surprenante. Le poète René Char et le critique d'art Christian Zervos organisent une exposition de peinture et de sculpture dans la chapelle du Palais des Papes.
Ils invitent Villars à y présenter du théâtre. Il refuse la grande cour d'honneur, trop vaste dit-il, puis finalement accepte et propose 3 pièces en création. Richard II de Shakespeare, Toby et Sarah de Claudel, La terrasse de midi de Maurice Clavel. Du 4 au 10 septembre 1947, la première semaine d'art en Avignon a lieu. C'est un succès immédiat. Villars a trouvé quelque chose, un lieu, une acoustique, une magie. La cour d'honneur du Palais des Papes, avec ses murs de pierre, ses nuits étoilées, son silence lourd de siècles, c'est une scène comme il n'en existe nulle part ailleurs. Mais ce qui fait la révolution de Villars, c'est moins le lieu que l'idée, le théâtre populaire. Un théâtre pour tous, pas seulement pour les élites parisiennes. Il veut, dit-il, faire respirer un art qui s'étiole dans des antichambres et des caves, réconcilier enfin l'architecture et la poésie dramatique. Les billets sont moins chers qu'à Paris, les horaires sont adaptés aux travailleurs. Et des acteurs jeunes et inconnus. Gérard Philippe rejoindra la troupe en 1951, puis Jeanne Moreau, Philippe Noiret, et ainsi de suite. En 1954, naît le Hof, des compagnies indépendantes qui jouent en parallèle dans des garages, des cours, des chapelles. Aujourd'hui, le Hof compte plus de 1500 compagnies et 50 000 représentations sur 3 semaines. C'est devenu le plus grand festival vivant du monde. Villars mourra en 1971, emporté par une crise cardiaque quelques années après le choc de mai 68, qui avait ébranlé sa vision du théâtre populaire. Mais son héritage est immense. Chaque juillet, Avignon se transforme, les rues se couvrent d'affiches, les cours d'hôtels particuliers deviennent des scènes, la ville entière vibre. 150 000 spectateurs par édition, des troupes du monde entier. Et la musique dans tout ça? Eh bien, Avignon a aussi son opéra municipal fondé au XIXe siècle, qui programme toute l'année opéra, ballets et concerts. La ville est une étape incontournable des tournées de musique classique et contemporaine. Chaque été, le festival IN, comme le festival OFF, résonne de musique, jazz, musique du monde, électro et chant choral. Les cours des hôtels particuliers deviennent des lieux de concert improvisés. Alors aujourd'hui, Avignon est une ville de près de 100 000 habitants, préfecture du Vaucluse au cœur de la Provence. Son aire urbaine en compte près de 350 000. La ville est un carrefour relié à Paris en 2h30 par TGV, à Marseille en 40 minutes, à Lyon en 1 heure. Au confluent du Rhône et de la Durance, elle commande l'entrée de la Provence. Son marché des Halles, sa rue de la République, ses places animées témoignent d'une vie quotidienne chaleureuse et méditerranéenne. Son université rayonne sur le Vaucluse et accueille des étudiants de toute l'Europe. La Collation Lambert, musée d'art contemporain installé dans 2 hôtels particuliers du XVIIIe siècle, est devenue l'une des références de l'art contemporain en France. Et chaque juillet, la folie du festival recommence. Les théâtres du IN programment les grandes créations mondiales. Le Hof explose dans tous les recoins de la ville. Les Avignonnais louent leur appartement, fuient ou restent, chacun sa stratégie face à l'invasion joyeuse. Mais tous reconnaissent que sans le festival, Avignon ne serait pas Avignon. En bref, comptoir grec devenu colonie romaine, commune médiévale devenue capitale de la chrétienté, ville pontificale devenue ville française, cité endormie entre 2 guerres mondiales devenue capitale mondiale du spectacle vivant. Avignon, c'est tout ça, et bien plus encore. Une ville où les remparts du XIVe siècle encerclent encore les rues modernes, où un pont inachevé sur le Rhum inspire depuis des décennies une comptine que chantent les enfants du monde entier, où Pétrarque tomba amoureux de l'or et où Jean Villars rêva d'un théâtre pour tous. Une ville qui porte dans ses pierres dorées, dans ses nuits de juillet et dans ses cours envahis d'affiches toute la complexité d'une histoire millénaire et qui en fait d'elle une richesse incomparable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager.